public France 2 pour expliquer qu'il n'y a plus de sous, blablabla. Expert, spécialiste, indépendant et soucieux d'intérêt général, etc. Bref, il explique aux gens, c'est foutu, il faut accepter de travailler jusqu'à 67 ans. Bref. Et donc, on est voisins, non pas de palier, mais de librairie en ce moment. François Langlais, donc il est plus chauve que nous encore, hein, un peu plus chauve que nous. C'est le point commun qu'on a avec lui. Et il a écrit un bouquin qu'il a intitulé « Tant pis, nos enfants paieront ». Ouais, je vous jure. Allez voir, je ne dis pas qu'il faut l'acheter, mais allez voir ce bouquin. « Tant pis, nos enfants paieront ». Ouais, tant pis, hein, vous voyez, on est irresponsables, nous tous. Parce qu'il fait partie de ceux qui expliquent qu'il y a eu des naissances aujourd'hui, je pense, dans ta ville, comme partout en France. C'est même en progression, très bien. Il explique que le bébé qui est né aujourd'hui, il a 31 000 € de dette sur la tête. Il n'en sait rien, hein. Il a passé sa première couche, que déjà, il est endetté, le malheureux, dans ce monde infernal qu'il vient de découvrir. Alors, c'est terrible, c'est la culpabilisation. À cause de qui il a cette dette? À cause de ses parents, de ses grands-parents aussi, qui ont voulu les 39 heures d'abord, puis les 35 heures, les congés payés, la sécurité sociale, des collectivités, l'école gratuite, etc., etc. On vit au-dessus de nos moyens, mesdames, messieurs. La France n'a plus les moyens de financer ce modèle social. Il faut arrêter. Et c'est ce que tous les candidats, à quelques exceptions près, nous disent, y compris dans une campagne. On annonce pour être élu que ça va encore être plus dur. Hein. On est arrivé là, hein, dans le débat politique. Et nous, dans le bouquin, on dit, tiens, il y a 80 milliards d'euros d'évasion fiscale chaque année en France. Et on divise ce nombre, et ça c'est une division que même Alain Bocquet-Krasuki sait faire, 800 000 naissances. 800 000 naissances, ça tombe bien. 80 milliards, 800 000, ça fait 100 000 € de crédit sur la tête du bébé qui vient de naître. Ah oui. Et si on dit ça, on change tout. Donc on fait un relevé de compte au bébé, 31 000 € en débit, 100 000 en crédit, ça fait sol créditeur 69 000. Donc le bébé va pouvoir financer sa maternelle, ses vêtements, son sport, sa culture, blablabla. Il va pouvoir grandir dans cette société. Mais si on dit ça, on change tout. On change tout. Et puis la dette, il y a une dimension morale dans la dette. Vous m'êtes redevable, monsieur. N'oubliez pas que vous me devez de l'argent. Notre maman disait toujours, on n'a pas beaucoup d'argent, mais je peux marcher tête haute dans la rue, je ne dois rien à personne. Vous avez entendu ça, les anciens, hein? À l'époque, il n'y avait pas de compte en banque, je ne dois rien à personne. Et alors, c'est pareil pour les États aujourd'hui. Les États surendettés. On a une dette de 2200 milliards, effectivement. L'an dernier, dans le budget de la France, on a remboursé aux marchés financiers, parce que maintenant ce sont les marchés financiers qui financent les États, depuis 1973. On a remboursé en intérêt de la dette en 2016 44,5 milliards d'euros. 44,5 sur les 370 de dépenses, hein, vous vous souvenez. Premier poste de dépenses, c'est encore l'éducation. 50 milliards. Deuxième poste, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Premier poste, c'est le remboursement des dégrèvements d'intérêts. Exact. C'est ce que Marie-France disait, c'est 100 milliards. Son premier poste, c'est ça, les dégrèvements. Exact. Alors, ça a commencé en 73. Effectivement, en 73, Georges Pompidou, président de la République, ex-Rothschild, déjà. Giscard d'Estaing, ministre des Finances. Alors, tous ces gens-là et d'autres, on se dit, oh là là, jusque-là, c'est la Banque de France qui finançait l'État français, à 0% d'intérêt. Hein, il faut arrêter, c'est pas bien, ça génère de l'inflation, etc. On a vendu ça comme ça. Maintenant, les États iront se financer sur les marchés financiers, depuis 43 ans. Et vous regardez la courbe d'endettement, depuis, elle monte, elle grimpe, elle grimpe. Et c'est au nom de cette dette qu'on dit aux collectivités, vous devez contribuer au redressement des comptes publics, vous devez travailler plus longtemps, vous devez arrêter les 35 heures, vous devez arrêter la retraite à 60 ans, c'est fini, on ne peut plus. C'est à cause de ça que les Grecs sont à genoux, que les Irlandais c'est pareil, que nous aussi, que les Espagnols, les Portugais, tout le monde est soumis à la règle d'or de l'austérité, du carcan budgétaire. Alors si on a un peu de bon sens, si vous êtes à découvert, vous avez un découvert de 2000 €, et vous allez voir votre banquier, monsieur le banquier, il me faudrait 15 000 pour faire des travaux chez moi. Écoutez, c'est embêtant, monsieur. Réglez votre découvert, peut-être qu'après je vous prêterai, mais là c'est pas possible. Donc la France est dans cette situation-là, on est à découvert. Eh bien, l'an dernier, la France a réemprunté 185 milliards d'euros. Ouais. Et on va réemprunter cette année, Marie-France, vous le savez, pratiquement la même somme. Sans difficulté, hein. Les agences de notation, pourtant, ont diminué on a perdu un A, là, mais on nous prête. J'ai pensé à Guizot, au XIXe siècle, qui disait aux Français, enrichissez-vous. Et aujourd'hui, les marchés financiers disent aux États, mais endettez-vous, on vous suit.
Autrement dit, on est dans la dette perpétuelle, et eux dans la rente perpétuelle. Mais jusqu'à quand ça va durer, monsieur Langlais? Jusqu'à quand ça va durer? On va jamais s'en sortir si on ne casse pas ce cercle infernal. Et c'est au nom de ça il faut accepter de travailler plus longtemps, etc., de remettre en question tout ce qui a été gagné depuis de longues décennies par des luttes, y compris. Voilà. Donc quand on dit la finance avec les pouvoirs, ça passe aussi par un asservissement des États. Les États ont été asservis. Dernier point sur la dette, j'ai découvert dans nos lectures qu'en allemand, vous parlez l'anglais et l'allemand ici couramment, il y a un mot identique qui traduit le mot dette et le mot faute. C'est le mot Schuld. Quand on présente ses excuses en allemand, on dit Entschuldigung. Pour ceux qui le parlent, Entschuldigen Sie mich, excusez-moi. Donc la dette, c'est la faute. Donc il y a une dimension morale dans l'affaire. Vous me devez de l'argent, monsieur. Soyez pas trop revendicatif, vous me devez, n'oubliez pas, vous devez me payer. Et c'est ce que Juncker a dit à Tsipras. Le peuple grec a voté à 2 reprises, on veut plus d'austérité, on veut autre chose. Et Juncker a dit, ouais, c'est bien la démocratie, on respecte, mais il y a aussi le respect des traités, monsieur Tsipras, il faut payer. Et si vous ne payez pas, on ferme le robinet, ce qu'on a fait à Chypre, on peut le faire à la Grèce. On ne paiera plus les fonctionnaires, n'oubliez pas que c'est moi qui paye les fonctionnaires. Alors les marchés financiers, qui c'est les marchés financiers? Mon ennemi, c'est le monde de la finance, il n'a pas de nom, il n'a pas de visage. Mais si, ils ont des noms, ils ont des visages. Une partie de la dette française est détenue par de grandes banques françaises. BNP Paribas et Société Générale. Donc quand on interroge M. Oudéa au Sénat, qui, moi je pense qu'il a menti, le Sénat a considéré que non, quand M. Oudéa est en face de nous, qui dit dans sa tête, il doit se dire, mais dis donc, n'oublie pas que c'est moi qui détiens ta dette, hein, la République. Alors, poupougne, hein. Je le dis trivialement, mais c'est ça le fond. Le rapport de force a été renversé. Donc dans les marchés financiers, oui, il y a des banques américaines, des fonds d'investissement. Il y a 62%, je crois, de la dette qui est détenue par on appelle ça des investisseurs non résidents. Il y a toujours un jargon. C'est ça, hein. C'est des non-résidents, c'est des banques étrangères. C'est pas parce qu'elles soient étrangères qui me gênent, c'est que ce soit des banques. C'est ça qui me gêne. Et donc on est endetté, et si on ne casse pas ce rythme-là, ça va durer encore un long moment. Hein? Voilà. Alors la Silicon Valley, alors c'est pas pour se refaire les seins et le visage. Voilà. Je suis allé dans la Silicon Valley avec la commission des finances du Sénat. C'est toujours intéressant ces déplacements. Marie France a eu l'occasion d'aller sur d'autres sujets. Et donc on est allé en avril 2016 pour réfléchir à la fiscalité du numérique. Donc on est dans notre sujet. C'est compliqué, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de système pour maîtriser la richesse créée par le numérique. La richesse elle est produite où? Chez Google, chez Facebook, chez Amazon, c'est où? Ils sont partout, ils sont nulle part, ils payent d'impôts nulle part en gros. Bon. Donc on est allé dans l'État de Washington, à Seattle, et on est allé dans la Silicon Valley. Donc on a visité tous les grands groupes du numérique, ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, voilà, les grands. Et puis on est allé aussi chez Starbucks, on est allé aussi chez Uber, chez Airbnb, voilà, tous ces gens-là. Tout ce qui se développe, c'est l'économie de demain, façon Macron, hein. Macron il est à fond la caisse là-dedans, et on comprend pourquoi. Et donc voilà, donc on était 6-7 sénateurs de toutes les sensibilités, donc moi j'étais un peu le mauvais gars de l'équipe, hein, le coco de service qui allait poser les questions un peu chères. En général c'est plutôt policier, voilà. Et puis bon, on était à l'étranger, on n'est pas des procureurs, voilà, donc c'est diplomatique et courtois. Mais j'ai quand même posé une question chez Uber à San Francisco, il y avait le représentant du service financier qui était là, donc j'ai levé la main et j'ai dit, monsieur, est-ce que je peux poser une question politiquement incorrecte? Il était un peu surpris, oui, allez-y, monsieur le sénateur. J'ai dit, est-ce que le groupe Uber aurait, de près ou de loin, un rapport avec les Bermudes? Il a hésité 10 secondes, et il a répondu oui. Et on est passé à la question suivante. Ça s'est passé comme ça. Donc c'est la seule question fiscale que j'ai réussi à poser, et la réponse est celle-là, c'était yes, voilà, en l'occurrence. Parce que Uber, San Francisco, transfère les bénéfices de sa holding aux Pays-Bas, puis retour aux Bermudes, 0%, c'est le nouveau triangle des Bermudes, 21e siècle, si vous voulez, au niveau fiscal. Uber, c'est ça. Donc ils sont en train de tuer toutes les compagnies de taxi du monde, et quand ils auront le jackpot dans 5 ans, 10 ans, aujourd'hui ils ne gagnent pas beaucoup peut-être, mais dans 10 ans ils auront le jackpot de tous les taxis mondiaux, parce que c'est eux qui me promettront avec la plateforme numérique, machin. Donc pour fiscaliser ça, c'est compliqué. Après on est allé chez Facebook. Facebook, donc on visite. Alors c'est pas une entreprise, ça s'appelle un campus, hein, à l'américaine. Les mecs en short, en tongs,
très cool, chemise fleurie, l'ordinateur sous le bras, des tronches comme ça, hein. Les mecs à 300-400 000 $ de salaire par an, les mecs qui pensent à des algorithmes, des super... Il y a même des polytechniciens français dedans. On se les arrache, ils sont bons, hein, nos polytechniciens. Financés par la République, et ils vont là-bas. Bon, c'est leur droit, je veux dire, mais ça pose un vrai sujet. Et donc, on visite Facebook, on est accompagné par une dame charmante, qui n'était pas une James Bond girl, mais une dame qui était chargée de veiller à ce qu'on racontait, machin. Hein, c'est pas policier, mais on fait attention. Hein. Quand on a commencé à aborder les questions fiscales, bon, écoutez, il faut qu'on aille, on est attendu dans l'autre pièce là-bas. Ça se passait comme ça, je vous jure que c'est vrai, en douceur. Et donc Facebook, c'est aujourd'hui 1,8 milliard d'abonnés. Sur 7 milliards d'humains, il y a 1,8 milliard qui sont abonnés à Facebook. Alors, il y a déjà les 4 milliards d'humains qui n'ont pas accès à Internet, qu'il ne faut pas compter. Mais Google est en train de réfléchir pour trouver un moyen technique d'envoyer des sondes dans la stratosphère pour qu'en tout point du globe, on puisse être connecté. Et vous verrez pourquoi. Ensuite, il faut être connecté selon leur vision du monde. Il faut que l'homme soit connecté. Comme dit Alain Bocquet, qui est facétieux, dans connecté, il y a con. Et c'est vrai. Et je reviendrai pourquoi après il faut être connecté dans leur vision du monde. Donc 1,8 milliard d'abonnés, et on passe dans une grande pièce où il y avait la map monde en temps réel, où apparaissaient les connexions sur les Facebook, avec toutes des lignes là. C'était un mardi, 9h30 du matin, il y avait 1,60 milliard de gens connectés. Au moment où je passe devant ce truc, tout à coup, pour les consciences de la puissance de ces trucs, ouais, Facebook c'est ça. Alors on pouvait s'amuser, on s'est amusé avec Albéric de Montgolfier, le rapporteur de la commission, qui est un républicain mais facétieux, aussi rigolo. Et c'était au moment de l'affaire du Panama, en avril 2016. On pouvait taper sur le globe et faire apparaître en gros un pays. Donc on a tapé sur Panama, on a vu le Panama grossir. Voilà. Ça c'est pour le fun, comme on dit. Hein. Et donc là vous prenez conscience de la puissance de ces groupes. Facebook, je crois que c'est le 2e opérateur publicitaire du monde. Et c'est nous, les abonnés Facebook, qui nourrissons Facebook. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre ça à la poubelle, hein, ce n'est pas mon propos, je n'ai pas un discours ringard. Ça peut être un outil fabuleux de développement de l'humanité, ça. Mais il faut qu'il y ait de la démocratie et de la transparence. Or, ça, c'est complètement absent, parce que la vision du monde de ces groupes-là, ils ne font pas que de la communication. Google, je vous dis, ils sont en train de réfléchir pour les sondes stratosphériques, ils sont en train d'investir dans la formation, dans la santé, la voiture sans chauffeur, là. Mon fils vit en Californie. Je dis, en quoi la voiture sans chauffeur est un progrès pour l'humanité et le bonheur de l'homme? Ben, il dit simplement, les gens qui seront dans cette voiture sans chauffeur pourront être connectés plus longtemps. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens dans le train, dans le taxi, dans le bus? Hein, ils sont d'accord, connectés. On regarde, on fait des messages, on fait des recherches, on envoie des mails, on fait des tweets, nanana. Et tout ça, c'est de l'information qu'on apporte gratuitement à Google. Gratuitement, hein. Et eux, ils transforment ça, c'est comme la pierre philosophale, ils transforment ça en valeur. Hein? Vous faites une recherche, Marie-France veut faire un week-end en Tunisie avec son mari. Elle fait une recherche Google. Tac. Le surlendemain, elle reçoit une publicité pour un week-end à Djerba pour 852 €, je dis n'importe quoi, alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Mais eux savent que Mme Beaufils est allée chercher, se renseigner sur... Alors ça, c'est des milliards de fois dans le monde. Hein. Les mails, les recherches Google, les tweets et tout le bazar, et les posts qu'on fait sur Facebook, c'est de l'info. Et cette info, c'est de la publicité. Leur vision du monde à ces grands groupes-là, c'est 50 multinationales, si possible américaines, et 7 milliards d'humains en face. Des consommateurs connectés. Hein? Parce que plus il y aura de connexion, plus ils auront de la matière à valoriser. Voilà. Donc plus d'État. Parce que les États, c'est insupportable. Ça légifère, ça régule, ça contrôle, ça sanctionne accessoirement. Et alors, le pire du pire, c'est que ça lève l'impôt. Donc ces groupes qui gagnent beaucoup d'argent, qui veulent gouverner le monde demain, ne veulent plus d'État, ils veulent plus d'impôts parce qu'ils veulent plus d'État. C'est la face B de la même pièce, quoi. Et donc s'il n'y a plus d'État, ben, il n'y a plus de politique. De toute façon, il y a un système unique. Ça fait 30 ans qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'alternative. Reagan et Thatcher en 79 et 80 ont commencé à expliquer à leur peuple et au peuple du monde, Urbi et Orbi, je vais reciter le pape, qu'il n'y a pas d'alternative. Vous voyez, ceux qui ont essayé de faire autre chose dans le monde, là, ça s'est cassé la gueule, ça ne marche pas, c'est pas possible. Ce qu'on a, c'est pas terrible, mais il n'y a pas autre chose.
Il n'y a pas d'alternative. Et tous disent ça, de Thatcher à Pécresse, à Macron, Fillon, il n'y a pas d'alternative. Il faut s'adapter. Vous devez vous adapter. Vous devez accepter d'abandonner le modèle social qui est une lune du passé, c'est terminé. Donc les grands groupes, là, avancent rapidement pour gérer le monde plus efficacement que les États. En plus, les élus, hein, ils mentent, ils font jamais ce qu'ils promettent, ils sont corrompus, ils ont des costards à 20 000 balles, etc., etc. Ça sert à rien, des élus. Les partis politiques, enfin, c'est de la rigolade, ça marche plus, ça. C'est ça, la politique d'aujourd'hui. C'est ça. Et j'ai lu un bouquin à mon retour de ce séjour en Californie. J'étais encore sous l'effet du décalage horaire, il y a quand même 9 heures de décalage, donc j'étais un peu dans le coltard, mais je me réveille, j'entends la radio, France Inter, j'entends un monsieur parler, Silicon Valley, GAFA, révolution, dictature du numérique, je tends l'oreille, il décrivait ce que j'avais constaté et ressenti là-bas. Ce monsieur, c'est Marc Duguin, qui a écrit L'homme nu, et le sous-titre de ce bouquin, c'est « La dictature invisible du numérique ». Franchement, autant je ne vous recommande pas de lire François Langlais, autant je vous recommande de lire Marc Duguin, Christophe Labbé, ils sont tous les deux, un petit bouquin passionnant qui a bien décrypté ce truc. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça. Tous les responsables, les hauts responsables de l'administration d'Obama, qui viennent de quitter la Maison-Blanche, se sont tous fait embaucher chez les GAFA dans la Silicon Valley. Parce que le pouvoir, il n'est plus à la Maison-Blanche, il est là. Vous voyez, le monde de demain, il est là. Et dans le bouquin en question, et je terminerai là-dessus, il parle de la Stasi. Vous vous souvenez tous de la Stasi de l'ex-RDA, un pays de 10 millions d'habitants. La Stasi, c'était 500 000 fonctionnaires et 200 000 indicateurs dans le pays, qui surveillaient les voisins un peu suspects, dangereux pour le régime, etc. Eh bien, les GAFA détiennent 80% des informations sur l'ensemble de l'humanité. 80% sur l'ensemble de l'humanité. Ils savent tout. Donc c'est beaucoup plus efficace que la Stasi. Hein. Donc quand on dit, oui, la finance a pris le pouvoir, il y a un enjeu parce que la dette, c'est une construction absolue pour que les gens acceptent ou se résignent plutôt à l'austérité. Et au plan politique, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Plus d'élus, plus d'État, plus d'intérêt général, un monde dominé par 40, 50 multinationales qui vont gagner beaucoup d'argent et surtout pas payer pour la solidarité. Chacun se débrouille, il n'y a pas autre chose à faire que ça. Donc il y a un vrai enjeu de fond, politique, quelle société on veut. Donc au-delà de cette question, on a cheminé et on a aussi senti ces problèmes-là. La Silicon Valley, c'était le deuxième choc dans ma vie, après l'évasion fiscale. Et c'est les mêmes. Ceux qui ne veulent pas d'impôts, ils ne veulent plus d'État.